Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de cette série consacrée à Philippe Kiefer, le dernier traitant de sa vie avant-guerre. Si vous nous rejoignez seulement maintenant et que vous n'avez pas vu les épisodes précédents, les liens vers ces derniers sont disponibles dans la description. La fin de ces années haïtiennes et le retour en France de Philippe Kiefer quelques mois avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale constitue l'un des grands virages, si ce n'est le grand virage de la vie de cet homme. C'est sans doute aussi pour cette raison qu'il est encore aujourd'hui l'une des grandes sources de mystère et de fascination pour le personnage, et c'est ce que je vous raconte dès maintenant. Comment et pourquoi cet homme de 40 ans, vivant loin de la France, avec un poste important, a-t-il pu se retrouver en France en 1939, puis rejoindre le général de Gaulle en Angleterre quelques mois plus tard? Quelle est la part de légende dans tout cela? La façon dont on l'a toujours raconté, dont lui-même a pu l'évoquer, est-elle conforme à ce que les documents contemporains nous apprennent? Au tournant des années 30, Haïti, pays natal de Philippe Kiefer, comme le reste du monde, connaît de grandes difficultés. La crise de 1929 et les années d'austérité qui suivent, la chute du cours du café dont l'économie haïtienne est fortement dépendante, provoquent un mécontentement généralisé. Des manifestations éclatent contre le gouvernement et les occupants américains. Les étudiants et les douaniers protestent massivement. Le 6 décembre 1929, dans la ville d'Écailles, 1500 paysans manifestent pour dénoncer leurs conditions de vie, les impôts élevés et l'arrestation de 3 meneurs de la contestation. Un détachement de Marines ouvre le feu à la mitrailleuse, faisant de 12 à 22 morts et entre 21 et 50 blessés. Tandis qu'en novembre 1930, Sténio Vincent est élu président d'Haïti avec plus de 70% des voix en promettant de mettre fin à l'occupation américaine, et que l'indignation internationale suite au massacre d'Écailles est grande, les États-Unis se résignent à un retrait qui s'achève en août 1934, bien que leur contrôle financier se maintienne jusqu'à la fin du remboursement de la dette en 1946. Pour Philippe Kiefer aussi, si la décennie 1920 a été celle des réussites, avec la fondation d'un foyer et une situation professionnelle brillante, la décennie 1930 sera plus agitée. Sa vie de famille notamment est un échec. À peine 10 ans après son mariage, le couple bat sérieusement de l'aile. Une dégradation des relations qui va conduire petit à petit Philippe Kiefer et Anita au divorce, événement clé dans son parcours. Lorsque j'ai écrit mon livre, j'avais déjà tenté de retracer les grandes étapes de cette séparation, qui joue un rôle important dans le retour en France de Philippe Kiefer à la veille du conflit. J'avais pu mettre au jour des informations inédites, mais pour certains points, j'avais dû me contenter d'hypothèses. La découverte, il y a quelques mois, du jugement de divorce me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus précis et de confirmer certaines de mes hypothèses, en même temps que d'apporter des éléments nouveaux. C'est à partir de 1933 que l'entente entre les deux époux se dégrade. Selon Anita, Philippe serait devenu moins confiant, taciturne. Il reprocherait parfois à son épouse de ne rien connaître aux affaires. En lisant cela, on est en droit de se demander si l'évolution de la situation haïtienne, et en particulier le sort de la Banque nationale, ne l'a pas particulièrement inquiété au point de mettre son couple en péril. Anita souhaite quitter Port-au-Prince pour aller vivre à Paris. Les disputes se multiplient. Après quelques mois, Philippe accepte que la famille aille s'installer à Paris où les enfants pourront recevoir une bonne instruction. Avant leur départ, la situation était si critique que le 25 juillet 1933, Anita avait déposé une demande de séparation de biens auprès du tribunal civil de Port-au-Prince, comme en attestent ses articles de presse. Celle-ci sera prononcée le 19 octobre 1933, 2 mois après leur départ. Au mois d'août 1933, la famille rentre donc en France et s'installe à Paris, 21 rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement. Tandis que Claude, âgé de 10 ans, entame sa scolarité chez les Jésuites rue Franklin à Paris en octobre 1933, Maël, âgé de 8 ans, entre au pensionnat. Cependant, la situation du couple se dégrade de nouveau rapidement. Ne parvenant pas à retrouver à Paris une aussi bonne situation professionnelle qu'en Haïti, Philippe Kiefer regrette sa décision. Il envisage de rentrer à Port-au-Prince pour reprendre ses fonctions à la Banque nationale. Dans le courant de l'année 1934, convaincu de l'échec de leur mariage, Philippe Kiefer quitte donc Anita et rentre à Port-au-Prince. Mais la situation en Haïti n'est plus aussi simple qu'au sommet de sa carrière. Tandis que Sténio Vincent est réélu président en 1935, quelques mois après le retrait des troupes américaines, la BNRH est rachetée par l'État haïtien. Elle n'est donc officiellement plus une filiale de Citibank, institution au sein de laquelle Philippe Kiefer avait construit sa carrière.
On ignore en quoi consistent précisément ses activités entre 1935 et 1939, alors qu'il a retrouvé son poste au sein de la BNRH, et en quoi ce contexte a pu impacter son travail. On sait simplement qu'il voyage beaucoup pour des motifs sans doute aussi bien professionnels que privés, comme en attestent les visas et tampons sur son passeport délivré en 1937. Quoi qu'il en soit, 5 ans après son retour seul, ses conditions de travail pour lesquelles il était retourné à Port-au-Prince ne semblent plus lui convenir. Il se range donc à l'idée de refaire sa vie en France, sans pour autant vouloir recommencer une vie commune avec celle qui est encore son épouse. Au début de l'année 1939, il décide donc de quitter de nouveau Haïti. Pour quelle raison est-il finalement revenu en France ? Difficile à dire aujourd'hui sans autre élément, mais il s'agit sans doute d'une combinaison de facteurs professionnels et familiaux, d'une déchirure entre la France où se trouvent ses enfants, mais où il ne parvient pas à retrouver une situation aussi bonne, et Haïti, sa terre natale, où il pensait reprendre sa carrière dans un contexte très différent, mais loin de ses enfants. Il a parfois été dit que Philippe Kieffer avait quitté Haïti en 1939 pour fuir un pays où il se sentait menacé. Pourtant, on l'a vu, la situation en 1939 est loin d'être l'épisode de l'histoire d'Haïti le plus troublé durant les années où Philippe Kieffer y a vécu. En fait, rien ne permet de dire qu'il est un personnage que la situation politique haïtienne d'alors peut inquiéter, au-delà de son impact sur la Banque nationale. Cet argument est surtout le reflet d'une méconnaissance des relations que pouvait avoir le personnage au sein de l'État haïtien. Philippe Kieffer était en réalité un homme totalement intégré à la vie de l'élite haïtienne. Pour preuve, en 1939, suite à ce départ, le président Sténio Vincent, qui a une grande estime pour lui, le fait décorer de la croix d'officier de l'ordre national haïtien honneur et mérite, la plus grande distinction haïtienne. On trouve aussi parmi ses amis le secrétaire d'État Élie Lescaut, qui deviendra à son tour président de la République d'Haïti en mai 1941. Durant et après le conflit, les deux hommes continuèrent à correspondre. Ainsi, début octobre 1941, Lescaut, devenu à son tour président de la République, lui écrivit ce télégramme. « Suis heureux d'avoir de vos nouvelles. Votre vieil ami est fier de vous. Haïti, comme toujours, sympathise avec ceux qui luttent pour la défense du droit et de la liberté des peuples. Aujourd'hui, côte à côte avec les États-Unis, nous veillons. Inaltérable amitié. » Au début de l'année 1939, Philippe Kieffer informe ses anciens collègues new-yorkais de sa démission. L'assistant du vice-président de Citibank lui répond le 15 février par cette lettre publiée en 2009 sur le site de l'ambassade de France à Port-au-Prince. « Mon cher Philippe, votre lettre du 2 février m'informant de votre démission de la Banque nationale est arrivée avec une véritable surprise. La banque ressentira votre absence, et cela m'a été confirmé par Mr. Williams, vice-président et directeur général qui s'avère être en ce moment à New York. Nous manquera également la relation dont nous avons joui au cours de ces nombreuses années, en particulier pendant le temps où la Banque nationale a été une filiale de notre institution. Durant cette période, de 1921 à 1935, quand vous avez servi dans notre filiale, nous avions appris à bien vous connaître, et vos croissantes années de service nous ont rappelé votre fidélité et votre efficacité ainsi que votre grande capacité à faire avancer les choses. Conserver ces qualités est un important gage d'intégrité. Je comprends très bien votre désir de retourner en France et profite de cette occasion pour vous souhaiter le plus grand des succès dont je sais que vous aurez besoin dans votre nouveau travail. Les différentes étapes de son retour en France, on peut elles aussi les reconstituer grâce à son passeport. Le 16 février 1939, en plein préparatif pour son départ, il règle diverses formalités. En plus de faire renouveler son passeport auprès de la légation 3 mois avant l'échéance, il obtient son visa pour se rendre en France. Le 7 mars, il embarque à bord du Saint-Domingue de la Compagnie Générale Transatlantique. Après une traversée de 3 semaines, il arrive au Havre, le 29 mars. C'est donc en rupture géographique, professionnelle et familiale que Philippe Kieffer entame l'année 1939. La rupture familiale est déjà entamée depuis longtemps, mais l'affaire n'est pas encore totalement réglée. Peu de temps après son retour, Anita apprend que Philippe est à Paris. Elle le somme de regagner le domicile familial, y compris par voie d'huissier en avril 1939. Ce à quoi il répond « Je refuse absolument à reprendre la vie commune et à rentrer au domicile conjugal 21 rue de la Pompe, à Paris. Depuis longtemps, j'ai repris mon entière liberté et je tiens absolument à la conserver et à vivre indépendant, comme bon me semble. Madame Kieffer, de son côté, peut faire ce qu'elle voudra. » En conséquence, Anita demande le divorce. Celui-ci est prononcé le 22 février 1940, au profit de l'épouse qui obtient la garde des 2 enfants. On ignore pourquoi, dans son livret individuel d'officier datant de la fin de la guerre, Philippe Kieffer écrivit qu'il avait divorcé le 6 avril 1939, date qui fut fréquemment reprise.
Autre élément troublant, si comme on vient de le voir, son retour en France en mars 1939 était dès l'origine vu comme définitif, car il l'avait annoncé ainsi aux autorités militaires, pourquoi avoir écrit dans une lettre de 1954 ? En 1939, alors que je faisais un voyage en France, la guerre éclata et je m'engageai dans la marine nationale à l'âge de 40 ans pour la durée de la guerre. Réécriture de sa vie a posteriori, congé d'1 an en France prolongé en raison du début de la guerre, tentative de se refaire une situation en France avec peut-être en cas d'échec la perspective de retourner à Port-au-Prince. Difficile aujourd'hui de donner une explication fiable sans éléments supplémentaires. On en est donc réduit aux suppositions. Toutefois, et contrairement à ce qui a pu être écrit, il n'a pas suivi à cette époque de cours accélérés de préparation militaire supérieure lui permettant de s'engager en cas de conflit en tant que sous-lieutenant de l'armée de terre. Car, comme nous l'avons déjà démontré dans l'épisode précédent, il n'a aucun contact avec le milieu militaire avant septembre 1939. En fait, on ne sait pas en détail ce qu'il fit durant cette année. Sur le plan professionnel, il n'y a trace d'aucun emploi. À tous les niveaux, on peine à le suivre car ses adresses sont extrêmement nombreuses. On sait qu'à son retour, il réside à Paris, 10 rue Kepler. Il annonce ensuite à l'armée son retour définitif en France le 9 mai 1939 et son installation au 24 rue Félicien-David dans le 16e arrondissement de Paris. Son permis de conduire indique quant à lui qu'il est domicilié au 31 rue de Chazelles dans le 17e arrondissement. Enfin, en septembre 1939, on le retrouve à Bordeaux, 53 quai des Chartrons. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'entre son retour en France le 29 mars 1939 et la déclaration de guerre suite à l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, eh bien, il ne quitta plus la France. Ce n'est donc absolument pas cet homme, banquier à New York ou même à Port-au-Prince, au sommet de sa carrière, qui, à la déclaration de guerre ou au moment de l'invasion de la France, décide de tout quitter pour voler au secours de son pays. C'est un homme ordinaire que la guerre va venir cueillir à un moment charnière de sa vie. C'est en tout cas au cours de l'été 1939 qu'à Paris, au restaurant Mollard situé face à la gare Saint-Lazare, il rencontre Louisa Amelia Winter, ou Millie, une londonienne de 35 ans d'origine suédoise, veuve d'un médecin indien depuis août 1938 et qui visite le continent avec quelques amis. Il lui promet de la rejoindre prochainement à Londres, sans imaginer une seule seconde les circonstances qui allaient l'y conduire. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous rappelle que les liens vers mes livres sont disponibles dans la description. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode, d'ici là portez-vous bien et à bientôt.